Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Footrack, les doubles programmes, les duos de Footrack, vous savez l'expression deux films sinon rien, peut-être les plus vieux s'en rappellent, hein. Mais on est de retour en ces périodes de fêtes de Noël et de fêtes d'année, avec au programme pas du tout de spécial de Noël. Cette année, n'importe quoi, on fait pas comme les autres nous chez Footrack, hein. Mais je vais quand même laisser la primeur de l'annonce, parce que là, David, le grand maître des ninjas, prend la parole et la monopolise, mais je vais laisser la primeur de l'annonce du double programme du jour à mon binôme du jour. Putain, je répète beaucoup les mêmes mots. Voici Herveline, comment vas-tu, Herveline? Salut David, ça va très bien. Très contente de se retrouver pour un duo ensemble. Et surtout un duo sur effectivement un genre de film que j'affectionne particulièrement, même si je suis très très loin d'avoir tout vu, c'est les biker movies, donc les films de motards. Et du coup, on évoquera un peu la Blaxploitation aussi qui s'est intégrée dans les années 70. Donc, si vous voulez, je lance. Je lance les hostilités. Voilà. Ah ben voilà, hein. On va s'installer d'abord dans le petit roadhouse là que j'ai vu un petit roadhouse pas loin. Hein, je te prends en moto, hein, on y Ah va. ouais, Et cool. puis tu Ouais, nous ouais. fais Et le petit alors, t'es sujet. quoi? Allez. Yamaha, Kawasaki, Harley? Non. Ah moi c'est pas. Ah non, mais c'est vrai, On c'est une fait Harley, c'est pas mobilette. une vieille, une 125 Yamaha dans les routes du Vietnam ou des Philippines. Bon, on Ok, verra ça tout à ouais, l'heure. c'est ça. Ok, ça Là, je marche. l'ai vu. Ok, bon bah je vais vous présenter un petit peu les films qui ont marqué ce genre cinématographique. Je vais pas tous les citer. Il est clair que quand vous m'écouterez, il y aura sûrement des tas de titres qui viendront à vous dans votre tête et que je ne citerai pas. Donc faut pas m'en vouloir. C'est pas par méconnaissance, c'est parce qu'en même temps, je vais essayer d'être assez complète, mais en même temps courte. Donc, pour commencer, on va démarrer dans les années 50, puisque les films de moto apparaissent à peu près à cette époque-là, notamment aux États-Unis. Et surtout, avec un film très emblématique qui lance le genre, c'est évidemment L'équipé sauvage de Laszlo Benedek, qui sort en 1953. À ce moment-là, en fait, la moto, elle sert de symbole à une jeunesse révoltée. Et ce film a beaucoup marqué parce que la représentation du chef de motard avec perfecto, casquette, air renfrogné, etc. est portée par un tout jeune Marlon Brando qui se retrouve mauvais garçon à la tête d'un des premiers gangs de motards au cinéma qui s'appelait les Rebelles Noirs, The Black Rebels. Alors ça reste Alors, ça annonce la néanmoins... couleur là. Comment ? Les Black Rebels, ça annonce la couleur. Ouais, bah oui, et puis les blousons noirs, enfin comme on avait en France aussi, Voilà. enfin c'est vraiment la période un peu. Et bon, ça reste un film quand même très hollywoodien. Hein. Il est régi par le Code Hays, donc pour ceux qui savent ce que c'est quand même assez limité. Le développement tragique est quand même très, comment dire. Très resserré, quoi. On n'en fait pas trop parce que la violence, tout ça, c'était pas forcément la tasse de thé à cette époque-là à Hollywood. Mais bon, voilà, ça reste un film quand même emblématique. Ensuite, dans les années 60, on est en pleine contre-culture, en pleine guerre du Vietnam. On commence à avoir des représentations de vrais gangs hors la loi à l'écran, avec notamment un jeune Jack Nicholson qui vient se frotter à de vrais Hells Angels dans Hells Angels on Wheels. En français, c'était le retour des anges de l'enfer, je crois. Enfin, les titres en français sont quand même assez bidons souvent. De Richard Rush en 1967. On a évidemment l'image qui commence à s'inscrire depuis la période, donc les années 65 jusque 70, c'est-à-dire l'image du vétéran qui fait aussi des apparitions régulières dans pratiquement tous les films. Et donc on a par exemple un titre qui est très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Credo de la violence de Tom Laughlin, où un vétéran et en plus métis qui s'appelle Johnny et qui est le seul à s'opposer à un gang de motards violents et violeurs, tant qu'à faire.
Ça aussi, c'est une récurrence souvent dans ce genre de film. Ensuite, on a le film certainement le plus iconique de cette décennie. C'est évidemment Easy Rider de Dennis Hopper, qui est sorti en 1969. Alors, ce film, on n'est plus dans l'histoire de gang. Enfin, il y a quelques films comme ça où, heureusement, on sort un peu de l'image de gang. C'est plutôt la moto, symbole de liberté. C'est-à-dire, on part sur la route, on a des rêves, on traverse l'Amérique. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec deux jeunes donc, qui traversent l'Amérique profonde dans un road trip. Alors c'est lyrique et tragique. Le lyrisme passe aussi par le psychédélisme. J'avoue que personnellement, il y a des longueurs que j'ai beaucoup. Enfin, j'adhère pas trop à ce style-là, côté hippie et tout. Mais effectivement, rien que la fin, c'est un choc. Donc il faut le voir vraiment jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, ils vont aller à la rencontre des Américains puritains, racistes, pour laquelle les communautés hippies, les Noirs, les homosexuels et j'en passe, étaient évidemment une cible toute trouvée. Dans les années 70, le film de motard devient un genre à part entière. Alors, il n'est pas né spécifiquement aux États-Unis. Évidemment, on retient souvent l'équipée sauvage. Je suis sûre que si on cherche en Europe ou ailleurs, on trouvera aussi des films qui peuvent prétendre à faire partie de l'histoire du film de motard. Mais c'est vrai que c'est plutôt dans les années 70 qu'on a commencé à avoir sur nos écrans des films venus un peu de partout, donc les États-Unis, mais aussi l'Angleterre, l'Australie. J'ai déniché quelques pépites, alors je sais plus si c'est thaïlandaise ou chinoise, je sais plus, j'ai même pas noté le titre, mais bon, des trucs assez improbables, mais qui vont rentrer justement dans cette mouvance qu'on va évoquer, qui arrive en plein années 70, c'est la mouvance Blaxploitation. C'est-à-dire que là, étant donné le succès que ont ces films, et l'image du motard, etc. En fait, tout le cinéma d'exploitation va évidemment s'accaparer le thème de la moto. Et comme on le sait, parce qu'on le répète assez souvent dans Footrack, le cinéma d'exploitation, c'est des films à petit budget, minimalistes, et au sujet très racoleur. Donc là, en l'occurrence, on y mélange motard, sexe, drogue, violence. Ce qui fait que de la fin des années 60 jusqu'aux années 80, au tout début des années 80, c'est vraiment la période la plus prolixe, mais aussi la plus irrégulière niveau qualité. Il faut pas s'attendre, voilà, il y a des chefs-d'œuvre et puis il y a des nanars et puis il y a des navets. Si pour certains comme moi on fait une distinction. Alors dans cela, en l'occurrence, on va trouver donc un film que tu vas présenter. Donc je m'attarde pas dessus, mais c'est comme j'ai fait de façon chronologique ma petite présentation. On va retrouver The Losers de Jack Starrett, qui est sorti en 70, qui suit une équipe de motards envoyés au Vietnam pour une mission commando. Donc ça, c'est David qui va nous en parler dans quelques instants. On a encore un film que je regrette de ne pas avoir trouvé parce qu'apparemment il est dans les musts de la Blaxploitation, c'est Psychomania de Don Sharp qui est sorti en 73, dans lequel une bande de motards britanniques décide de se suicider pour revenir à la vie sous forme de mort vivant invincible. Alors ça, si je le trouve, j'achète. On a aussi un film australien que j'ai vu, qui est pas mal, enfin que bon, et il n'est pas non plus, voilà, mais qui est souvent cité. C'est le film Stone, qui est sorti en 1974 de Sandy Harbert, et qui nous fait vivre de l'intérieur un gang de motards hors la loi, dont les membres en fait vont tous se faire dézinguer les uns après les autres, jusqu'à ce qu'un flic s'en mêle et s'infiltre pour découvrir les motivations du meurtrier. En fait, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a été, un des motards qui a été témoin d'un assassinat. Et en fait, à partir de là, il y a toutes ces tueries. Donc, on ne sait pas trop. Bon, il est pas mal, mais... Enfin, c'est pas mal. Non, en fait, il est super mal joué. Je devrais pas dire ça. Disons qu'il est vraiment dans le style Blaxploitation à fond.
avec des faciès caricaturaux. Limite, on pourrait presque penser à Mad Max aussi, parce que l'image de la moto futuriste, dans les looks, ça pourrait être un petit peu se ressembler. Enfin bon, c'est assez particulier. C'est pas celui que j'ai préféré. Par contre, il y en a un que je vous conseille absolument, c'est vraiment une pépite pour moi. C'est un titre qui s'appelle Electra Glide in Blue, donc il porte le même titre en français, qui est sorti en 73. Et là, évidemment, il est dans la période Blaxploitation, mais si on considère que la Blaxploitation, c'est quand même des films d'un niveau assez sommaire, là, on a vraiment un super bon film. Donc on est très loin des gangs de motards, là c'est un polar, et en fait on suit un flic à moto, donc c'est une autre imagerie du motard en fait, qui travaille en Arizona et qui rêve de devenir enquêteur jusqu'à ce qu'il découvre avec effarement en fait la corruption de ses supérieurs, la violence gratuite de ses collègues envers la communauté. Je vous demande en mille, hippie, parce que nous sommes encore dans les années 70, et c'est vraiment le bouc émissaire, quoi, hein, ces gens-là. Donc on retrouve ça, et pas que pour ça, mais c'est à bien des égards celui qui s'approche le plus d'Easy Rider, en fait, dans les thématiques abordées, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, la discrimination, la violence gratuite, expérience psychédélique en moins. Voilà, là on est vraiment sur un truc bien formaté et tout. Il y a des super cadages. J'ai été vraiment, l'intro est super. Voilà, je vous invite à voir ce film entre tous déjà, enfin au moins un. Alors le titre c'est Electra Glide in Blue. En fait, Electra Glide, c'est en anglais, hein, je peux pas le traduire, hein, mais c'est le nom des motos de police. Voilà, on voit ça marqué sur les réservoirs des motos. Ensuite, je citerai un film que j'ai pas vu par manque de temps, mais qui peut être aussi une curiosité intéressante. Il est super bien noté. C'est un film anglais qui s'appelle Quadrophenia, qui est sorti en 1979 par l'anglais Frank Rodham. Et en fait, dans ce film, on a deux gangs. Alors, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des gangs ou en tout cas des groupes qui s'opposent. En fait, c'est les mods qui sont en scooter et les rockers qui sont en moto. Voilà. Ah, moi je fais partie des scooters. Voilà, mais je pense que celui-ci est une vraie curiosité. Bon, voilà, il faut prendre le temps peut-être de le regarder. J'enchaîne rapidement sur les années 80. Alors effectivement c'est là que ça s'essouffle, hein. On aura plus tendance à peaufiner l'image. Je pense notamment à Catherine Bigelow. Alors moi je me rendais pas compte qu'elle réalisait depuis si longtemps, donc de fait qu'elle n'est pas si jeune. Et en fait son tout premier film qui est sorti en 81, avec en plus William Dafoe, pour qui c'était aussi le tout premier rôle, s'appelle The Loveless, et ça se passe dans les années 60. On suit quelques motards comme ça, un peu désœuvrés, désabusés, qui font halte dans une ville. Alors là, elle chiade vraiment l'esthétisme, hein. C'est une carte postale, enfin je sais pas comment dire, quoi. C'est presque un clip, voilà, c'est assez lent, mais c'est très stylisé. Je voudrais citer absolument, même si c'est pas un film de motard, mais je pense que beaucoup de gens me rejoindront là-dessus, c'est Rusty James de Coppola, qui est sorti en 83, qui a comme personnage, parmi d'autres, hein, mais enfin c'est pas le personnage principal, en plus c'est un second rôle, c'est le personnage de The Motorcycle Boy, qui est interprété par Mickey Rourke, alors vraiment dans sa période la plus charismatique, et qui est un personnage absolument fascinant et mélancolique. Et moi j'avoue que pour moi le motard, l'image du motard c'est lui, quoi. Donc je tenais absolument enfin mon image fantasmée du motard c'est ça en fait. Voilà, donc si tu l'as pas vu, tu regarderas. Je connais le titre parce que ce film, l'affiche, je la voyais beaucoup dans les vidéoclubs. Oui, et puis il fait suite en fait à Outsider, qui sont les deux films de Coppola sur la jeunesse. Et les deux sont très intéressants. Enfin, moi, je les aime beaucoup. Après, en 1985, on a un film qui va nous montrer une image un peu différente, beaucoup plus humaine des gangs de motards, qui est très touchant. C'est Masque.
de Peter Bogdanovich, avec Cher en l'occurrence, qui joue la mère d'un ado en fait qui a une maladie qui a dégradé son visage. En fait, il a un visage déformé. Et comme elle est issue du milieu des motards, en fait, les motards vont protéger ce gamin contre tout. Enfin, voilà, on est plus dans l'esprit. Il est excellent ce film. Comment ? Il est excellent. Je l'ai vu quand j'étais gamin, mes parents l'avaient loué. Ouais, puis c'est vraiment plus là les anges gardiens, tu vois. Il y a un côté très protecteur que j'aime beaucoup. Et puis si on veut rire, alors moi je l'ai regardé pas jusqu'au bout, alors pas parce que justement il était pas bien, parce qu'au contraire, mais c'est complètement décalé. C'est un film qui s'appelle Chopper Chicks in Zombie Town. Et alors c'est un nanar très sympa qui est sorti en 89, qui suit un gang de motards dans un bled américain, dans lequel en fait on a un savant fou qui cherche à faire revenir les morts à la vie. Voilà. Et en fait, on retrouve une fusion des genres qu'on trouvait déjà dans les années 70, parce que je vous avais parlé là de Psychomania avec justement les zombies. C'est que là, on superpose des genres fantastique, horreur, Blaxploitation, voilà. Bon, donc, c'est plein d'humour. C'est très râle pas crête, mais je sais pas. Moi, j'ai plutôt trouvé ça sympa. Esprit foutraque. Ouais, non, mais c'est. Foutraque, celui-là. Je suis pas tombé dessus, mais dommage. C'est un truc popcorn. Bon, ça, on pourra s'arranger. Ça va. Depuis, alors après, c'est vrai que depuis les années, on arrive aux années 90 et là, je vais courir toute la période jusqu'à maintenant. Hein. C'est-à-dire que forcément, le film de motard, ben, il s'essouffle. Hein. On a de moins en moins de choses. Alors pour ceux qui se souviennent, c'est un film un peu Madeleine. On a Harley Davidson et Marlboro Man. Voilà, et Don Johnson, Miami Vice, pour ceux qui ont la référence. Voilà, qui est un film d'action. Voilà, c'est pas un gang là, ils sont tous les deux passionnés de moto. Et puis bon, il y a une histoire de braquage. Enfin voilà. On a quoi ? On a un film que j'ai pas vu, qui s'appelle Stone Cold. Qui se rapprocherait donc du coup du film que je vais vous présenter, puisqu'il y est question d'infiltrer justement un gang de motards, d'un flic qui infiltre un gang de motards. Bon, il n'est pas super bien noté, mais il remonte quand même beaucoup dans les listes, je dirais, de films à voir pour le genre. Et moi, je vous parlerai donc tout à l'heure, après David, du film Beyond the Law, qui est sorti en 92 avec Martin Sheen. Donc je ne vais pas développer. Je vous dis juste que je vous citerai toujours le film en anglais parce qu'il a une multitude de titres en français et on s'y retrouve pas. Donc Beyond the Law, au-dessus de la loi. Voilà, c'est le titre sur lequel je m'arrêterai. Et en plus, si tu te trompes d'acteur, c'est sûr qu'on va pas trouver. Ah oui, parce qu'il y a un autre titre qui s'appelle comme ça en plus et qui, enfin bon, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu chiant ce truc. Bon, et je pense que bref, on en reparlera après. Et puis je veux pas vous laisser sans parler quand même d'une série qui a forcément relancé un certain intérêt pour ce milieu, qui est Sons of Anarchy, qui compte 7 saisons. Qui traite justement des gangs hors la loi. Bon, la plupart du temps, c'est des gangs hors la loi qu'on évoque, à distinguer des motoclubs qui sont juste du loisir, quoi. C'est-à-dire eux, c'est l'escalade de la violence, c'est le trafic de drogue, d'armes, etc. Et puis, ce qui est intéressant dans celui-là, c'était aussi tous les dilemmes moraux du gang, justement, face à leurs activités, à leurs mauvaises activités. Et pour terminer, donc en fait, un film qui est très récent, que j'ai vu quand il est sorti, parce que je crois qu'il est sorti directement, soit sur Canal, je crois que c'est sur Canal+, que j'avais vu, c'est The Bike Riders, qui est sorti en 2023 de Jeff Nichols. Donc Jeff Nichols, c'est pas un premier, c'est pas un tout jeune premier. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est en fait là pour une fois, on va aborder l'histoire d'un gang par le regard de la femme du chef de gang en fait, qui va raconter son histoire à un journaliste. Et avec des flashbacks, on va reconstituer l'histoire. Et c'est assez nostalgique. Alors ça se passe dans les années 60, mais c'est vraiment le côté mélancolique et nostalgique, tu vois, d'un
d'un monde révolu, quoi, en fait. Avec tous ces codes et tout qu'on a tendance maintenant un peu à jeter. Voilà. Voilà. Assez original comme point de vue. Oui, tout à fait. Donc voilà, je vous l'ai dit, il y a forcément plein de titres autres, je peux pas les citer, sinon il faudrait, sur un grand format, on aurait peut-être pu s'attarder, mais déjà là c'est un peu long pour juste vous présenter 2 films. Donc maintenant je passe la main à David, et on est parti pour un bon délire Backsploitation. Pardon, je baisse tout parce que on a décalé le podcast de quelques jours parce que j'étais un peu malade, donc du coup je risque un peu de reprendre à tousser. Ma voix peut-être des fois elle a tendance un peu à changer, mais en tout cas non, déjà merci pour ton intro. J'espère que les gens ont pris des notes, ou sinon vous aurez écouté le podcast. Voilà, moi je prendrai les notes une fois que, parce qu'il y en a un ou deux, j'ai déjà oublié les titres, mais qui m'ont bien plu. Je vais marquer des notes pendant que je ferai le montage, et celui que tu devais me passer peut-être sous le manteau là, voilà, déjà celui-là. Ça marche. Donc voilà, j'espère que vous avez pris des notes, hein, et que moi je te remercie parce que j'étais pas que je t'ai refourgué le bébé, mais moi les intros en général je les fais pas parce que c'est pas du tout mon truc, je suis pas à l'aise du tout avec ça. Donc voilà. Moi donc, je suis à l'aise que si c'est des sujets qui me plaisent, hein. C'est comme tout. Voilà, si tu me demandes un truc sur des choses que vous aimez vous, mais qui sont un peu étrangères, j'aurais du mal. Hein. Je pense qu'on aurait demandé l'intro de Stephen King à Odoc. Ouais. Je te passe le bonjour. Oui, mais cela dit, je lui pique pas le job. Hein. Il continue à faire ses intros. Pas de problème. En plus, il est très bien payé pour. Ah oui. Ah merde. Et moi, j'ai combien alors? Ah, mais je suis une femme, je suis moins bien payée, c'est ça. Oui, c'est ça. On est très macho chez Footrack, hein, surtout moi. Donc non, mais toi, je te remercie d'avoir fait la petite intro, les petites vignettes qui sont aussi de toi. Il faut le répéter à chaque fois. Voilà, même s'il y a eu des petits avec les numéros. Je crois que je vais arrêter le numéro télépodcast. Mais pas ça, forcément, mais c'est juste que c'est ma faute. J'en ai raté un que j'avais pas. On m'avait pas envoyé la vignette puisque je l'avais pas faite cette fois-là. Donc je l'avais pas pensé à l'enregistrer, et donc comme je suis quand même tout vraiment normalement, celle-ci elle m'a manqué. Donc nous avons un podcast aujourd'hui de numéro 10, un duo numéro 10, qui est peut-être en fait le 11, mais on s'en fout, on va repartir à 10. Voilà. Et l'autre il y avait un 9 et un 9 bis. Voilà. Ouais, voilà. Bon, de toute manière, les personnes ont vu parce que ça fait depuis 3 ou 4 numéros que c'est comme ça. Oui. Je crois que il n'y a que nous qui l'avons remarqué. Mais en tout cas, nous, on va attaquer nos 2 films quand même. Hein. On a fait une petite chronologie comme ça. Mais on va écouter un petit peu de musique. Et puis on se retrouve après pour nos 2 films. C'est parti.
Et voilà, on vient d'écouter un petit morceau du thème musical du film Les Machines du Diable, hein, on est en 1970. Un film réalisé par Jack Starrett, tout à l'heure tu l'avais, Herveline, un petit peu abordé, mais je reviendrai un peu après sur le réalisateur peut-être très brièvement. Mais d'abord je vais vous raconter de quoi que racontent Les Machines du Diable. Donc le film se passe au Vietnam, pendant le conflit qu'on connaît tous, où nous suivrons 5 bikers qui seront recrutés par l'US Army pour une mission assez casse-cou, c'est-à-dire délivrer un agent de la CIA, pour vite résumer. Donc ils vont avoir besoin pour cette mission spéciale de motos customisées façon attaque commando. Voilà. En tout cas, rien que le synopsis, moi on m'a vendu le film, hein, parce que, bon, je vais le préciser, mais moi le film était une découverte, hein, parce qu'en fait j'ai choisi une film parmi, voilà, parce que je suis pas Blaxploitation, je connais le thème, mais quand il a fallu choisir un film, je savais pas du tout quel film choisir. Donc du coup j'ai pris une liste, on va dire un peu à droite à gauche, selon les titres, les synopsis et les affiches. Et du coup là, rien que le coup de l'armée américaine qui embauche 5 bikers pour l'émission délivrer un agent de la CIA, moi le film a été, on me l'a vendu direct, hein, en tout cas. Donc en plus, en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'il avait sa chronique sur Nanarland. Hein. On leur passe le bon. J'ai un petit retour. Je me suis entendu en double. C'est pas grave. Donc il a sa chronique sur Nanarland. Donc déjà petit cachet footrack, on va dire esprit footrack pour ce film. Mais à la fin du visionnage, je me suis quand même posé la question si c'était vraiment un nanar. Je sais pas toi, Herveline, si tu t'es posé cette question à un moment donné, mais bon, certes, c'est un film de Blaxploitation, ok, hein, un genre qu'on peut peut-être facilement des fois mettre du côté du nanar. Et par le scénario aussi, hein, parce que le scénario, comme je l'ai expliqué, hein, des Hells Angels qui vont chevaucher des Yamaha, des 125 dans la forêt moite du Vietnam. Bon, là, on peut se dire... mais le film, il n'est pas si raté que ça, je trouve. Hein. Bah, c'est pas comment dire, un nanar autant que ça. Je sais pas toi si Herveline, tu t'es posé à mon la question Bah, ou pas, mais je t'avais fait part de mon a priori quand tu m'as proposé ce film-là, enfin, parce que bah, pareil, je connaissais pas. Alors déjà le titre, Les Machines du Diable, plus le pitch, voilà, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va être encore cette histoire? Oui, c'est compliqué. C'est vrai que, enfin, je pense qu'il rentre quand même dans la case nanar, mais ou pas. Ouais. Alors, on va oublier le côté nanar. Disons que il y a des, comment dire, des gros bémols au niveau réalisation. C'est vrai que c'est assez grotesque, les motos, etc. Enfin, enfin, tout est grotesque en fait. Mais mais finalement, ce qui m'a étonné, si tu veux, en plus d'autres choses que j'évoquerai plus tard, mais je vais te laisser après continuer, mais par rapport au sujet même, j'ai été assez étonnée parce que en fait, il y a de l'action, mais il y a une grosse pause en fait entre le début et la fin, avant en fait l'attaque du commando, où on va suivre plus les personnages en fait des différents motards, leurs relations aux autres, leurs relations à leurs petits amis voilà. Donc je trouve qu'il y a un portrait qui est dressé en fait de chacun d'eux, qui est pas forcément très joyeux, mais j'ai trouvé que c'était assez inhabituel dans ce genre de film où on aurait pu penser que ça aurait été de la castagne du début à la fin, quoi, en fait. en plus, voilà, on dit le côté nanar, on peut se poser la question, mais pourquoi des bikers alors que bon, ils ont des tanks, ils ont de tout. Mais pour le côté moto, je crois qu'ils le justifient à un moment donné. Ils se disent, oui, pour accéder au camp des prisonniers, il n'y a que 2 pistes Ouais. pour y accéder. Donc, genre en moto. Alors qu'on verra qu'à un moment donné, il y aura aussi des tanks. Bon, voilà, mais ça, c'était, on va dire, le synopsis du film qui est assez particulier. En tout cas, le scénario. Un grand moment d'ailleurs, parce qu'on a un super plan et où il nous dit, bon, notre agent, il est dans une de ces 3 paillotes. C'est- et tout est vraiment Une de tout ces bien, 3. voilà, c'est trop bien fait pour ce genre de film. Voilà. Mais là, tout à l'heure, justement, tu disais qu'il y avait des personnages, tout ça. Donc, on va s'attarder un peu Je voulais m'attarder un petit peu sur nos bikers. Ou plutôt d'abord sur les bécanes. Hein.
vous allez imaginer des Harley Davidson surpuissantes. Hein. Eh ben non. C'est juste des Yamaha, des espèces de 125 cm3 pour gonzesses. Je crois que dans le film, il le précise d'ailleurs, c'est quoi ces motos de gonzesses. Et ça sera justifié d'ailleurs par le chef de gang qui dira mais on peut pas rouler, ou par le sergent, je sais plus, qui dit mais on peut pas rouler avec des Harley sur ces genres de pistes. Trop lourdes, sur des motos trop lourdes. C'est ça, on a des Hells Angels qui arrivent de tout loin des États-Unis, mais qui vont devoir rouler sur des vieilles Yamaha, des vieilles 125. Voilà, et même l'armée des États-Unis qui leur mettra à disposition, d'ailleurs, un hangar, ça m'a fait rigoler, tout pourri, avec une espèce de mécano asiatique, mais apparemment incompétent. Carrément. Je sais pas si ça apparemment incompétent. Et je sais même pas quoi il sert. Je crois qu'on le revoit dans une scène vite fait. Je sais plus si on le revoit après. Oui, on lui demande, t'as compris? Oui. T'as compris? Oui. Oui, voilà. Oui, bon, il a rien compris. En fait. Donc voilà pour les motos. Mais on va quand même passer, je lui disais, à notre bande de bikers. On a d'abord le chef qui s'appelle Link, le chef de gang. C'est William Smith, l'acteur. Alors, je me suis posé la question pendant le film, et je connais cette tête. Et là, ça m'a fait ping dans ma tête. Monsieur Boustachu, si t'as vu le film, c'est le père de Conan le Barbare. Voilà, c'est le papa de Conan le Barbare dans le film du même nom. Donc, charismatique leader, hein, qui a d'ailleurs son frère qui est dans l'unité qui les a embauchés. Je crois que son frère, c'est le sergent ou le commandant ou le caporal, je sais plus comment on dit les grades dans l'armée. C'est son. Alors, je sais pas si j'ai bien compris. Si c'est l'armée qui les embauche, si c'est lui qui les embauche. Je pense que c'est une initiative de lui, mais pour l'armée, de toute façon, Ouais. ça revient au même. Ouais. Oui. Ensuite, on a Speed, l'enturbané, avec une espèce de svastika bouddhiste Inversé. sur le front. Oui, inversé. C'est pour ça que je te dis, voilà. Inversé, je crois que c'est un signe bouddhiste de paix, il me semble. Mais moi, j'ai vu que ça tout le film. À un moment donné, je voyais que lui. En plus, c'est sur un vert fluo. C'est un bandeau vert fluo. Donc, attends, c'est juste que je sais pas pourquoi. Au niveau d'enregistrement, à chaque fois que je parle, il se baisse tout seul. Enfin, bref. J'espère que ça va pas faire de soucis. Ensuite, on a Clopin. Alors, c'est l'espèce de frisé chevelu. C'est un peu le rigolo de la bande, lui. Voilà. Qui, on l'apprendra, aura une fiancée au Vietnam avec qu'il aimerait ramener au pays. Alors, maintenant que je dis ça, une fois que je dis ça, j'ai peur de le confondre avec Duke. Oui, tu confonds. L'autre beau gosse qui lui aussi a une femme sur place, il me semble. Clopin, c'est celui qui va trouver sa petite amie par hasard, enfin, au cours d'une soirée, et qui boite. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'autre, il a déjà sa copine là-bas. Déjà sa petite copine avant. Et voilà, c'est ça, exactement. Mais le film, je l'ai vu 2 fois et j'ai toujours tendance à confondre les deux. Je sais pas pourquoi. Bon, enfin. Et pour terminer, on a, j'ai envie de dire, c'est presque mon préféré, mais bon, c'est quel film, hein. C'est Denis, je crois, le gros barbu bourrin, qui apparemment possède un bordel, le Mamasan, je crois. Apparemment, certains personnages ont un background déjà dans le pays, au Vietnam. Et lui, alors, je sais pas si c'est l'approprié en allant là-bas. Oui, c'est ça. Bon, l'histoire ne nous le dit pas, mais je pense que. Je pense qu'il raquette Mamasan. C'est surtout ça. C'est la maquerelle. Oui. En tout cas, j'adore ce personnage. Il y a une scène où il est dans le bordel, où il a avec lui deux jolies vietnamiennes, et il y a son supérieur qui arrive, et qui lui... d'ailleurs, son supérieur, c'est Bernie Hamilton, vous connaissez tous, c'est Dobby, ou Dobby, je sais pas comment on dit dans Starsky Hutch, le supérieur de Starsky Hutch, qui arrive et qui lui dit, on est en train de démonter ta moto, et puis du coup il se barre pour regarder c'est des petits jeunes qui étaient en train de monter sa moto, et il se bat avec, je crois qu'il met une gifle au gamin, et après il se bat avec les locaux du coin. J'aime beaucoup ce passage. Donc je le disais, on nous explique, c'est pour ça que ce film a une certaine longueur, parce qu'on revient, tu l'as dit tout à l'heure, Herveline, sur certains personnages qui ont un background, c'est presque la moitié du film, hein. C'est presque du remplissage. C'est presque du remplissage. Oui, c'est du remplissage, c'est assez inattendu. Donc il faudra attendre pas moins d'une bonne heure de film pour avoir de l'action à proprement parler. Comme tu disais, par contre, voilà, une fois qu'on a passé une bonne heure dans le film, voire un peu plus, la fin du film dépote. Du moment où nos chers Hells Angels débarquent avec leur Yamaha 125 customisé au camp de prisonniers, ça tire, ça mitraille, ça explose. Tout ça avec des petites scènes au ralenti, des fois même au début du film, on a des petits passages au ralenti. Hein. Donc ça va péter à tout va. Hein. Il faudra
Donc il faudrait un peu être patient, lui accorder un peu de crédit, enfin de patience au début à ce film hein, pour avoir ce petit côté sympathie, je trouve, de par son scénario, ses personnages et son climax. Hein, mais franchement, à part ces moments on va dire de remplissage, le film vaut le coup hein, pour le scénario, le début du film et surtout la fin. Donc, en tout cas, voilà, moi, au début, j'avais choisi le film par son scénario et je pensais bien à un moment donné, je me dire, mais non, je vais changer de film. Je me suis posé la question une ou deux fois. Genre, je vais peut-être changer de film. Bon, du coup, non, alors je sais que le film, vu qu'il a été tourné en 70, en plus, le film, il a la particularité d'avoir été tourné. Bon, il parle du conflit, il a été tourné avant la fin du conflit. Je sais plus en quelle année exactement le conflit du Vietnam c'est terminé, mais il a cette particularité-là. Dans les années, début 70, mais le conflit, il date déjà Ah, toutes les années 60 quand même. oui, 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 mais voilà, mais le film a été. Voilà, c'est une petite particularité de ce film. Que dire de plus que la musique, on l'a écouté au début de Stu Phillips. Alors, ce monsieur, il est encore vivant, il a 96 ans. J'ai vu ça hier, on regarde un petit peu. Bon, il a fait beaucoup de télé, c'est pas. Je sais il a travaillé pour Galactica et Buck Rogers. Peut-être les plus vieux connaîtront de quoi je veux parler. Mais voilà, j'ai pas trouvé. Si j'ai trouvé un petit peu, mais bon, que des trucs que je connaissais pas. Mais il a 96 ans, ce monsieur. Pardon. Et je voulais revenir brièvement sur le réalisateur qui a joué dans Rambo. J'ai vu qu'il a joué dans Rambo, puis il joue un drôle de salopard dans Rambo. Je sais plus le nom du flic qui joue, mais c'est celui qui, à un moment donné, il prend quand Rambo arrive au commissariat et il prend son couteau, il fait mais qu'est-ce que tu chasses avec ça, des éléphants? Voilà, je sais pas si les auditeurs ont la scène ou si toi Aveline tu as la scène. Et je crois même que c'est lui qui fait le prisonnier dont ils doivent libérer le. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Il fait un caméo dans ce, effectivement, c'est le gars, l'agent qu'on doit libérer. Ah ouais, exact. Voilà. Donc voilà, j'ai pas fait non plus parler du casting en entier. Hein. Voilà, Bernie Hamilton qu'on connaît, et puis j'ai oublié l'acteur de tout à l'heure qui joue le rôle le leader. Je vais vous le dire tout de suite. Bon, enfin, le papa de Conan, voilà. Ça, c'est les seules têtes que je connaissais. Alors, j'ai pas fait l'intéressant à vouloir chercher la filmo des autres acteurs. Mais voilà, le film, il faut vraiment lui accorder une espèce de patience avant que ça parte vraiment à la fin. C'est du n'importe quoi. Je sais pas, toi, si tu as quelque chose à rajouter sur le film qui Ben est oui. dispo en DVD chez. Moi, ouais, alors moi, j'aurais pas du tout le même capital sympathie, hein, parce que, en fait, outre, bon, l'histoire, elle est quand même un peu con quoi. Je lui accorde pas du tout ce crédit pour une bonne raison et j'ai du mal à accorder de toute façon du crédit à ces films de cette période-là qui ont été tournés dans des conditions vraiment immorales, totalement non éthiques. Ce que tu n'as peut-être pas dit, je crois, c'est que en fait, ça n'est évidemment pas tourné au Vietnam. C'est Non. tourné aux Philippines, qui à l'époque était, en fait, c'est pour pratiquement tous les réalisateurs de films sur le Vietnam, les Philippines, c'est le Vietnam au rabais. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on pouvait aller tourner pour rien, on payait pas les gens, on exploitait, on faisait exploser des morceaux de jungle sans complexe, voilà. Et ce film, moi, ce qui m'a choqué, et là, c'est pas pour faire mon enfin, puritaine, c'est parce que c'était clairement visible que ça n'était pas des acteurs, c'est-à-dire que il y a certaines scènes, notamment celle du bordel, justement que tu citais, où ce sont clairement des gamines de 14-15 ans, peut-être moins, certes bien formées, c'est vrai, mais qui faisaient partie du bordel. Et en fait, ce qui révèle ce genre de film, c'est que on arrivait pratiquement en colon dans ce genre d'endroit. On profitait de la pauvreté des gens. Ils étaient quasiment pas payés pour tourner les scènes qui tournaient. Il y avait une insécurité absolument totale au niveau de tout ce qu'on voit d'explosions, etc., qui elles sont réelles
parce que c'est vrai que ça, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est la grande époque sans trucage, quoi, des vraies explosions. Ok, ça fonctionne. Sauf que le mec qui est en haut sur sa tour là, à surveiller ce qui se passe autour, quand il est bon, peut-être pas lui, mais quand ça explose, il explose. C'est pas un mannequin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu énormément. Enfin, en fait, il y avait des blessés, mais on s'en foutait. C'est de la chair à canon. C'est des gens dont on se servait pour tout simplement pouvoir faire un film qui coûtait absolument rien. Et ça, franchement, ça me débecte. J'avoue que c'est vraiment ce côté sale du film qui m'a dérangé. Et ça m'a d'autant plus dérangé, c'est que en faisant quelques recherches là-dessus, je me suis rendu compte que des types comme Coppola, quand il tourne, ah mince, ça y est, son film sur le Vietnam, là, le titre m'échappe. Ah, aide-moi. Euh, Le grand film. Apocalypse Now. Voilà, merci. Et ben, en fait, quand il Je tourne dormais. ce film, il tourne aussi aux Philippines et dans exactement les mêmes conditions, c'est-à-dire en signant des contrats des contrats de droit absolu, de pouvoir utiliser. Alors, c'est sûr que c'était une plus grosse machine que des petits films comme ça sortis de nulle part, mais il faut imaginer que justement, avec un plus gros budget, on pouvait exploiter encore plus, on pouvait avoir de la vraie figuration. Là, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le film, les gens, comment dire, ceux qui sont censés faire de la figuration, qui sont en fait des gens du village, ils regardent tout le temps la caméra, Oui, moi, c'est dans la scène où ils arrivent en où ils se moto bagarrent. dans le village. Voilà. Non, ouais, non, non, Mais il il y y a en une a scène où ils arrivent en plusieurs moto scènes dans le comme ça. village et il y a une danse du dragon, là, c'est danse du Ah oui, dragon. oui, c'est ça. Et voilà. Et moi, c'est là où j'ai remarqué justement, je me suis dit, on dirait qu'ils arrivent vraiment en américain. C'est chez nous, C'est ça. on est chez. Oui, Ouais. et Alors là, puis, je l'ai tu vois, remarqué plus là, ce moi. côté un petit Ouais. peu paternaliste, colonialiste sur les bords, bah déjà, prendre pour un con le gars qui les aide à réparer la moto, justement, qui fait oui, t'as compris? Oui, t'as compris? Oui. Enfin, tu vois, la caricature déjà de Ouais. l'asiatique. Et par exemple, tout au début, une scène qui au début qui m'a paru plutôt touchante la première fois que je l'ai vue, mais maintenant que je vois tout ce contexte, cette mécanique de d'utilisation en fait des gens, bah maintenant ça me dérange plus. C'est cette scène où quand ils arrivent en moto, le chef là, dont on se souvient plus du prénom, tous les autres se barrent ou ils prennent des gamins sur leur moto et tout. Et puis il y a un petit enfant qui est tout difforme, qui est bossu. Et il le regarde, l'air attendri, genre, allez, toi aussi, tu as le droit de faire ton petit tour de moto, tu vois. Et ça, la première fois, j'ai trouvé ça touchant, mais maintenant, je me dis, mais c'est vraiment de l'exploitation à la fois sociale, euh, comment dire, morale. Enfin, pour moi, c'est un film puant, quoi. Voilà. Donc, tout à l'heure, tu D'accord. m'as demandé si c'était un nanar ou pas. Je ne peux pas répondre. Je voulais pas développer. Donc, j'ai pas répondu vraiment. C'est juste, ça fait partie de ces films qui sont, bon, déjà qui pourraient plus être tournés de nos jours, hein, heureusement, mais qui ont une forme comme ça ouais, de puanteur, d'exploitation. Et juste un réal dont on parle très souvent à Footrack, hein, Roger Corman, par exemple, il a utilisé ces territoires à fond, quoi. Enfin, c'est-à-dire que de toute façon, il y a pas moyen. Si tu veux baisser les coûts, il faut que tu ailles là où tout est, comment dire, sans loi, des gens pauvres, pas de loi pour régir quoi que ce soit. On fait ce qu'on veut. Et comme je disais, on fait exploser à droite à gauche. Tant pis s'il y a des gens qui sont blessés. On viole quasiment à l'écran une gamine de 14 ans parce qu'elles sont deux ou trois sur lui. Alors évidemment, on voit pas de scène. On la voit pas la scène. Mais attends, les gamines, elles sont toutes nues, elles sont sur lui. Tu vois, je trouve que c'est toujours différent quand il y a des actrices qu'on va payer. Après tout, elles signent un contrat, c'est leur problème. Je veux dire, je vais pas faire ma féministe de base, quoi. Mais là, franchement, ça m'a choqué. Je casse un peu le côté effectivement léger, drôle, décalé du film,
Ça change rien au fait que ce soit quand même le cas. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même que pour certains films qu'on présente ici, parfois, on a aussi évoqué un petit peu ça quand on a fait la Nazi Exploitation, c'est qu'il faut pas perdre de vue quand même des fois des choses qui sont, à mon avis, pas acceptables et qu'il faut quand même mettre un peu en avant. Voilà. Souligné. J'aimerais avoir le retour aussi des auditeurs et des Oui, bah, mais auditrices ça sur m'intéresse tout ça, aussi, parce que hein, moi j'ai pas du tout eu ce côté, ce message-là, mais bon, après, tous les avis sont dans l'atmosphère, j'allais dire, mais c'est intéressant en tout cas. J'espère que les auditeurs feront un retour sur toutes les plateformes. Il y a moyen de nous laisser des messages. Et j'avais des messages en plus et j'ai oublié. Alors, j'ai pas noté les messages, donc je passe un coucou à tous ceux qui ont laissé un message sur les commentaires, sur YouTube, etc. Je vous passe le bonjour et vous vous reconnaissez sans doute. Ouais, je peux rajouter un truc pour nos auditeurs justement. Alors, s'ils peuvent le trouver, s'ils sont anglophones, parce que c'est pas forcément évident, parce qu'il n'est pas traduit. Mais il y a un Blu-ray qui est sorti, qui c'est un documentaire en fait, qui s'appelle Machete Maidens Unleashed. J'avoue que je pourrais même pas tellement le traduire, mais qui est à la fois humoristique et réaliste, un documentaire justement sur tous ces films des années 70 tournés dans ces conditions-là et notamment dans les pays asiatiques. Et il y a quelques infos que enfin voilà, je me suis documentée, j'ai des sources pour tout ce que j'avance, je le jette pas comme ça à la gueule de. Enfin, voilà. Il y avait vraiment quand même des acteurs, actrices qui étaient interviewés et qui parlaient des conditions de tournage, quoi. Donc j'invite les gens qui sont intéressés à aller voir un peu ça. Et puis moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur le film. Je sais pas si je revenais. Oh bah non, j'en ai peut-être trop dit même parce que Voilà, c'était t'en ton as déjà. film. Voilà. Hein. Le plus fantastique que vous ayez jamais vu. Chad Davis est prisonnier dans une de ces 3 paillotes. Nous ne savons pas laquelle. Il n'y a que 2 petites pistes qui mènent au camp. C'est pour ça qu'on a besoin de moto. On ne peut compter que sur l'effet de surprise. C'est pour le fric, hein? Non, c'est pour l'amour de la patrie, mon capitaine. Je reviendrai. Ivre de jeunesse, d'amour et de liberté, rien ne leur fait peur. C'est une machine pour faire des cons sur les mecs, comme sur des crêpes. Ça les aplatit, ils sèchent, et on les emballe. Mais en tout cas, on a un autre film au programme, il me semble, non, Amélie? Ah bon, tu crois? Est-ce que nous avons Ah oui, double programme, 2 films. Quoique une fois, on a fait un double programme avec 3 films. Donc, je t'invite à lancer la musique. Et après, j'aime beaucoup la musique là que tu as sélectionnée. Notre autre ambiance. Hein, on quitte les forêts moites des Philippines, du coup. Et je te laisse conduire, t'es. Alors, on y va? Je te laisse conduire. Allez, bon. Allez, on lance la musique. C'est parti.
poison you can think of. And I'm underneath the streetlight, but the light of joy I know is scared beyond belief, way down in the shadows. And the perverted fear of violence chokes the smile on every face, and common sense is ringing out the bell. This ain't no technological breakdown. Oh no, this is the road to hell. All just bits of paper flying away from you. Oh, look how well, take a good look what goes down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upwardly mobile freeway. Oh no, this is the road. So this is the road. This is the road to hell. Donc on vient d'écouter un titre de la bande-son du film Beyond the Law, et notamment la super voix de Chris Rea. On va vous en faire écouter deux. Il y en a deux qui sont présentes dans le film et qui collent vraiment bien à l'ambiance. Donc voilà. Alors pour parler de ce film que j'ai choisi, donc on sort cette fois de la dite bike exploitation. C'est pour ça que c'était intéressant. C'est pour ça que c'est pas un numéro sur ce genre-là, mais plus largement sur les films de motards. J'ai pris ce film pour différentes... Enfin, j'avais plusieurs motivations, en fait. Je le connaissais pas, je l'avais pas vu, donc de fait, j'aurais pu présenter d'autres choses que j'avais vues et que j'aimais beaucoup. Donc je prenais un peu un risque en me basant là-dessus. Mais déjà, déjà, il y avait le casting. Donc ce film a au casting Charlie Sheen dans le rôle principal, épaulé avec la magnifique Linda Fiorentino, qui joue l'écrivaine photographe, et puis un acteur qui va nous manquer, parce qu'il est décédé très très récemment, là, le mois dernier, je crois, enfin il y a quelques semaines, c'est Michael Madsden, qui là joue le chef de gang. Madsden, que moi j'avais découvert avec Brad Pitt aussi, c'était ma découverte de l'acteur, dans Thelma et Louise. Et c'est un acteur qui n'a pas forcément fait des grands... Il a rarement eu des premiers rôles, mais je trouve que sa présence a toujours été charismatique. Voilà. Donc il y avait ça. Je sais pas s'il a eu beaucoup de premiers rôles, mais je pense que c'est dans les seconds rôles qu'il est le meilleur. Hein. Oui, possiblement. Enfin, il est aussi un peu un faire-valoir, machin. Mais enfin, quand même, hein, voilà. C'est vrai qu'il marque l'écran, je trouve. Et puis, j'aime beaucoup sa voix originale, parce que la voix française...
il incarne la cool attitude, je trouve. Très cool. Mais plus cool que ça, tu meurs, Oui, je oui, pense. oui, peut-être. Il a, je sais pas, ouais, il a un côté un peu bisounours aussi. On a envie de se, je sais pas, on a envie de se blottir. Je sais pas. Bon, je suis amoureuse, on va dire. Moi, j'ai pas envie de me blottir du tout. Hein. Plus maintenant, mais Non, bon. non, mais bon, À voilà, je l'époque. sais pas. Il avait un côté un peu rassurant, quoi. Bon, là, ça sera évidemment un petit peu moins le cas dans le film. Et puis, l'autre motivation, c'était que c'était basé sur une histoire vraie. Ce que je trouvais assez intéressant, donc en l'occurrence c'est l'histoire de Dan Saxby, donc du vrai nom Dan Saxby. Dans le film, il a été renommé Dan Saxon ou Saxon, interprété par Charlie Sheen, et qui était un flic, enfin qui vit toujours, hein, mais qui est un flic justement qui s'est infiltré dans un gang de motards hors la loi pour les coincer, pour en fait démanteler des trafiquants de drogue et d'armes, voilà. Et donc je trouvais que l'idée, enfin le sujet était intéressant. Donc Charlie Sheen, ben, du coup, il prend les traits de ce monsieur, ce qui va l'obliger en plus à devoir non seulement changer physiquement, mais aussi comment dire, accepter à la fois bon, des codes, évidemment des motards, mais aussi des actes immoraux qu'il n'aurait évidemment pas fait en tant que flic, mais qu'il est, enfin voilà, il va réussir à s'en sortir vraiment de tout ça, mais il ne, comment dire, il n'arrivera pas tout le temps à sauver la mise, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé que le film, enfin le sujet était intéressant. Et puis finalement, le film en lui-même, une fois qu'on l'a vu, bon, c'est un film. Je vais pas dire que c'est un film transcendant parce que c'est un film qui est très dans l'esprit des films qu'on voyait fin 80, 90. Il n'y a pas non plus, enfin, je veux dire, à la limite, il y a même moins de profondeur que ce qu'on pourrait trouver dans des articles qui en parlent. Voilà, moi j'ai vu des trucs dithyrambiques sur ce film. Moi, je trouve juste que c'est un bon film. Et ce qui était intéressant justement, c'est qu'il y avait, vous savez, c'est un peu comme Rocky. Il y a le début, il s'entraîne, après, je sais pas, il fait son premier combat, puis après il y a le final. Bon bah là c'est un peu pareil. Là c'est la formation. Donc il faut qu'il devienne un motard. Donc il va trouver un acolyte qui baigne un peu dans le milieu, qui va lui apprendre à être comme un motard, c'est-à-dire avec la barbe, les cheveux longs, et puis si possible puer le plus possible. Voilà. Et puis à construire sa propre bécane. Après, il y a la mise en situation. Et là où on sent que le personnage, ben, c'est-à-dire qu'il doit être sur ses gardes. Et il y a forcément une certaine solitude. Il est décalé, déconnecté de tout, et il n'a pas vraiment, même s'il voit son référent policier régulièrement, bon, il est quand même largué là-dedans. Et puis après, bon, il y a la l'enquête qui se boucle, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même une ambiance assez sympa. Et encore une fois, notamment pour ce côté un peu pédagogique sur le code d'honneur des motards. Alors, il faut savoir, parce que à une époque, je me suis un peu, enfin, je suis pas une connaisseuse des motards, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'ils répondent quasiment tous, les gangs hors la loi, j'entends. Hein. C'est ceux qui ont le. D'ailleurs, ils en parlent dans le film. Quand ils sur leur jaquette, là, enfin leur veste, ils ont toujours le logo derrière. Il explique bien justement la place de chaque logo qu'il doit y avoir. C'est ceux qui portent le 1%. C'est-à-dire, c'est C'est 1%, un oui. losange, voilà, dans lequel il y a 1%, parce que en fait, c'est les 1% hors la loi. C'est ceux les plus dangereux, c'est ceux qui sont vraiment dans le collimateur de la justice. Donc ça, il explique plus ou moins bien. Et puis, oui, après, ça a un côté un peu, c'est un peu rapide, c'est sûr. Sa moto, il part d'un triangle, enfin d'un squelette tout rouillé où il y a rien dessus, et puis il va ressortir avec une méga bécane. Bon, voilà, c'est là où je pense un peu à des films comme ça, un peu rapides, où on a le début, toute la préparation à ce qui va être l'essentiel, quoi. Quoi d'autre? Oui, alors, ce qui était intéressant dans ce film, c'est de savoir que justement ce fameux Dan Saxby, donc le flic originel,
était présent sur le plateau de tournage. Donc, il a été embauché comme conseiller technique. Et évidemment, Charlie Sheen a passé vachement de temps avec lui pour apprendre, ne serait-ce que conduire une Harley. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et puis aussi pour s'imprégner, capter vraiment la paranoïa que n'importe quel infiltré au monde doit ressentir. Moi, je l'ai jamais vécu, mais voilà, je pense qu'effectivement, ça doit être compliqué. En plus, la dualité de personnalité, il faut pas se perdre dans un personnage en même temps. Enfin, à la limite, comme un acteur qui s'infiltre, j'allais dire, dans la peau d'un personnage. Donc voilà, ce Dan Saxby, je crois qu'il vit toujours, enfin parce que le film il date de 93. Faudrait vérifier, j'ai pas pensé. 93, ouais. Ouais. Donc ça fait 30 ans, aussi. je sais pas s'il est encore de ce monde, mais bon. Et puis Charlie Sheen, voilà, ça c'est les petites anecdotes de tournage, c'est-à-dire que il s'est imprégné du rôle en s'imprégnant de saleté. Je parlais que avant c'était un film qui puait symboliquement. Là, visiblement, enfin le tien, je parlais de ton film qui puait. Oui, j'avais compris. Mais bon, voilà, apparemment, il se rasait pas, il se lavait pas pendant plusieurs jours avant une scène, voilà. Et puis bon, faut pas oublier que c'est tourné en Arizona, donc avec des températures de 40 degrés. Je connais bien pour y avoir été. Donc quand vous portez des fringues comme ça, hyper lourdes, du cuir, du jean, enfin bon, bref, ça doit pas être quand même évident. Donc c'est un film qui cherche en tout cas à s'approcher au plus du réalisme et il y arrive plutôt pas mal, d'autant que le réalisateur, ai-je cité le réalisateur, mon Dieu, de Larry Ferguson. Larry Ferguson, voilà. En fait, la production a embauché des vrais Hells Angels, ou en tout cas des vrais motards de gang, parce que je pense qu'ils étaient d'ailleurs tous plus ou moins différents, pour toutes ces vues qu'on voit quand ils arrivent en bande comme ça sur l'autoroute ou sur la route, qu'ils arrivent par centaines, cinquantaines, centaines. En fait, ils ont demandé à des vrais gangs de participer, ils sont tous venus avec leurs bécanes, avec leurs couleurs, comme on dit, puisque le nom du gang, c'est ce qu'on appelle les couleurs. Et c'est vrai que ça donne des images plutôt intéressante, quoi. Enfin, plutôt impressionnante. Oui, il y a une scène, ouais, comme tu dis, là, où ils y sont tous, on les voit arriver comme ça. Tu as même, comment il s'appelle, Charlie Sheen, qui se met un peu en tête de cortège, un peu, je trouvais, pour marquer un peu, je suis là, pas le numéro 1, mais, parce qu'il s'intègre tellement qu'il se fait prendre vraiment, on va dire, de sympathie par Michael Madsen, qui le prend un peu sur son aile, etc. Même s'il a du mal au début, avec la scène, j'aime bien la scène où il les découvre, où il a maille à partir avec le barbu là, du gang. Là. Oui, bah oui, parce que c'est en fait, c'est là où on voit que, alors, encore une fois, c'est quand même très survolé. Enfin, il y a du réalisme, mais c'est pas... on aurait pu faire un film beaucoup plus, déjà, enfin... plus dense à bien des niveaux, donc ça reste quelque chose de tout à fait grand public en fait, mais donc les événements s'enchaînent aussi assez vite, il faut que le scénario soit fluide, etc. Mais il est évident que effectivement là, enfin, on pourrait juger qu'il s'infiltre, trop vite, très vite, enfin que malgré tout se passe bien. Alors après il y a ces scènes là qui sont intéressantes aussi parce qu'il est flic, donc il n'est pas censé se droguer, et où il y a son acolyte du début qui en fait lui ne fait pas partie du club ou du gang, mais qui les côtoie pour diverses raisons et notamment justement pour sûrement des trafics quelconques. Et à chaque fois qu'il y en a un des membres du gang qui propose à Charlie Sheen de prendre une petite dose de, je sais pas, de coke ou je ne sais quoi, l'autre, hop, tout de suite, il passe devant et il prend le truc. Et il y a qu'à la fin, en fait, où Madsden, il se pose la question, il se dit, mais c'est bizarre.
pourquoi à chaque fois qu'on te propose de profiter de tout avec nous, c'est toujours l'autre, alors je sais plus, Virgile, je crois, qui prend, Oui. voilà, t'as pas envie de t'éclater avec nous. Enfin bon, tu vois, ça commence à immiscer un peu le doute aussi. Le doute, ouais. Mais surtout que au début, Charlie Sheen, il est pas motard, on le voit sans sa barbe, ses cheveux courts, et il croise. Alors, c'est ça dans les films, c'est comme Superman, il a son costume, et il a ses lunettes, il a son costume, personne ne le reconnaît. Et surtout qu'il a croisé le gang au début. Bon, c'est un film, certes, suspension d'incrédulité, mais ouais, bon, il les a déjà croisés. Alors, je sais pas si dans le film on nous montre bien que c'est peut-être des années après, des mois après, je sais plus. Mais Bah, ouais, j'ai trouvé ça un peu gros. c'est forcément plusieurs connaissent mois pas, parce qu'il surtout. faut que la barbe pousse, il Ouais. faut que les cheveux poussent et Ouais, tout. les cheveux, hein. Mais oui, c'est vrai. Et puis à un moment donné, avec un aplomb incroyable, il retire ses lunettes devant Madsden en disant mais si tu m'avais déjà vu, tu le saurais quoi, en gros. Et donc Et l'autre, il dit en là plus, c'est vraiment du poker, un coup de poker, tu tentes, ça Ah passe, oui. ça passe Mais pas, tant pis, mais je, voilà. je sais pas si c'est au même moment qu'il lui dit je renifle les flics à Ah, plus de 100 ouais, km, très je sais bon plus. ça, très bon. Ah, Et ça ah aurait oui. été rigolo, mais bon, c'est vrai que bon, le film n'est pas drôle, c'est pas un film drôle, mais Non. il aurait été Même si elle- drôle que à la toute fin, quand justement il se dévoile, il lui renvoie cette phrase à la face, genre t'es Ah sûr oui. que tu renifles les flics à 100 mètres ou 200 mètres, enfin je sais plus. Bon, écoute, c'est un film que j'ai bien aimé et voilà, bah, c'était l'occasion peut-être aussi un peu de le ressortir de l'oubli. Je sais pas si c'est un film dont on parle beaucoup en fait, mais voilà, plutôt sympa. Ben moi, ça a été en tout cas une découverte. Je connaissais le titre parce que, en fait, j'ai je sais pas combien de DVD chez moi. Et une fois que tu vas passer le fichier sous le manteau, je crois que je l'ai le film. Je crois que je l'ai parce qu'il est sorti chez Initial ou Prism ou Intégral, je sais plus. Il a une édition complètement pourrie, là, mais qu'on aime bien chez Footrack. Il me semble que j'ai le film, mais voilà. Après, une fois que tu m'avais passé le film en très bonne qualité, moi je dois l'avoir. Donc je connaissais c'est après, une fois que j'ai vu l'affiche et tout, je me suis dit, mais je crois que j'ai le film. Donc je connaissais plus ou moins le film de nom. Alors, en plus, le nom, en français, c'est Justice de flic. Il a Arizona Rider, Fixing the Shadow et Beyond the Law. Donc à mon avis, il doit avoir du retitrage, il doit avoir Mais je pense des que sacrées c'est ce éditions. qu'il a. En fait, c'est pas un film juste. Quand il est sorti au cinéma, il a pas forcément eu un gros succès. Et quand il est sorti après, en fait, en VHS, etc. Enfin, je sais pas s'il a eu un gros succès au moment où il est sorti, mais enfin, en tout cas, il est pas resté très haut dans l'affiche rapidement. Ce qui est bon pour ce genre de film, c'est pas forcément étonnant, mais ce qu'il a desservi, c'est après, c'est justement c'est sorti en VHS ou DVD avec des titres totalement différents. Comment on s'y retrouve quoi si on n'est pas barré comme nous pour aller chercher des films qui sont dans des boîtiers qui correspondent pas. Je veux dire, tout le monde ne s'appelle pas David, tu vois. On va pas refaire le truc que des fois j'achète des films, le même film, avec 3 titres différents, et des fois dedans c'est le même film, et je m'en perçois Je pas. sais, c'est pour ça que je dis ça. Mais donc c'est Ouais, sûr que j'adore. c'est un petit peu dommage, donc le remettre un petit peu à l'honneur. Bon, bah voilà. Ben, ouais, surtout, comme je disais, moi c'était une découverte. Alors la première fois, je l'ai vu 2 fois. Je l'ai regardé la première fois, et je me suis fermement emmerdé. Mais vraiment, je me suis emmerdé. J'ai dit, allez, je le regarde une deuxième fois, parce que j'aimais redonner des chances au film. Et là, le film, je l'ai trouvé j'aimais dire ce mot, je l'emploie plusieurs fois, d'une cool attitude, mais... Et le film, il a glissé comme ça, Charlie Sheen. Alors, Linda Fiorentino, moi, c'est... je sais pas pourquoi. Dans ce film, autant je l'ai vu dans d'autres films, récemment j'ai vu Men in Black. Bon, c'est peut-être pas son meilleur film, mais voilà. Et là, je l'ai trouvé, mais... Tu sais, des fois, on dit... cette femme est belle. Elle est juste magnifique. Bah, elle est a belle, du elle charme, est- en tout voilà. cas, elle a un charisme. C'est un peu comme, je sais pas si les auditeurs se rappellent que je parle des fois d'une façon un peu de Florida Bolkan, une actrice qui a joué dans les Giallo, une actrice italienne que j'aime beaucoup physiquement, fait une
j'ai une très belle femme, quoi. C'est vraiment, là, elle est très sensuelle, très belle, très brune, voilà, très Linda Fiorentino, quoi, j'ai envie de dire. Donc déjà, voilà, le casting, hein. Tout à l'heure on parlait de Virgile, j'ai noté son nom parce que je connais sa tête, c'est Leo Ripaille ou Ripi, je sais pas comment on dit. C'est le sidekick. Et alors sa tête, je la connais, mais j'ai pas noté tous les films où il a joué. C'est pas forcément, on l'a déjà vu ça. Justement, ou non Forcément, on a vu sa tête dans un film. Voilà. Et tout à l'heure, tu parlais du film avec Cher, le titre m'échappe. Masque. Ah ben t'as un motard qui joue dans Masque aussi, qui joue dans ce film. C'est le barbu, je parlais du barbu. Et je crois qu'il joue... il joue dans... Mais lui, c'est un acteur qu'on a vu forcément à la télé. Oui, mais de toute façon, après, c'est le genre de film, donc de genre, où de toute façon, il y a des faciès qui collent parfaitement au motard, ou au flic, ou aussi ou au boulanger, au charcuterier, j'en sais rien. Il y a des faciès qui... Donc on les retrouve régulièrement dans le même genre de film, c'est pas très étonnant, ouais. Mais vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai vraiment un écart entre le premier visionnage et le deuxième visionnage. C'est très rare que ça m'arrive comme ça, en fait. Vraiment, je le trouve. Alors, c'est pas du grand cinéma, mais cool. Il est vraiment cool, ce film. Il passe tout seul. On monte sur une moto, je sais pas conduire, je m'en fous. Hop, je mets Chris Rea et hop, je m'en vais sur des motos, voilà, avec Michael Madsen, Charlie Sheen, Linda derrière. Hop, on y va. Hein, c'est parti. Ouais, mais je suis contente. Mais je suis un peu comme toi, hein. Regarde, ton film, j'étais très sceptique sans l'avoir vu. Et quand je l'ai vu, je te dis, ouais, finalement, il y a pas mal de choses à dire. Alors évidemment, je pensais déjà un peu à des trucs que j'ai dit, mais j'étais beaucoup plus généreuse, en fait. Tu vois. Gentil. Et puis, entre-temps, j'ai fait des recherches, et puis, il y a des choses qui m'ont confirmé. Donc, du coup, j'ai retourné ma veste. Mais c'est bien de voir des fois les films deux fois, enfin quand on les présente évidemment, on va pas passer sa vie à regarder tous les films deux fois d'affilée, mais des fois c'est intéressant justement d'avoir deux approches différentes. Enfin, en tout cas quand ça arrive c'est bien parce que du coup on peut aussi être peut-être un peu plus objectif. Voilà. Pour regarder ce Justice de flic. Alors, Justice de flic, alors je suis sûr que si je tape sur Google, je me rappelle plus, on tape Justice de flic, à mon avis, on trouve plein de films ou de séries ou de titres volants. Donc, on rappelle le titre, à mon avis. Hein. Donc, vraiment, faut taper les titres originaux pour. Je conseille vraiment Beyond the Law. Voilà. Enfin, voilà. Si vous ne savez pas l'écrire, vous voulez le donner dans votre traducteur, il vous l'écrira. Mais je pense que c'est la meilleure façon. Quoique, il y a un autre titre comme ça des années 2000 qui porte le même titre, enfin qui a pas du tout le même sujet. Donc en plus, il vaut mieux mettre l'année. Voilà. Beyond the Law, 1980, je sais plus 13, 14, je sais plus. 93. Alors si on dit la mauvaise année en plus. Ouais, mais bon, c'est... Ouais. Voilà. Mais voilà, Charlie Sheen, Michael Madsen, voilà, c'est casting de malade. Enfin, de malade, oui. Bon, après, je sais pas si Charlie Sheen était à son top. Je sais pas ce qu'il avait fait. Ah, mais si, au contraire. Alors, c'était vraiment la bonne période parce que, en fait, il était entre son tout premier rôle, tout gamin, pratiquement ado, enfin, j'exagère un peu, de Platoon, et puis les Hot Shots. Donc c'était vraiment je crois que le 1 ou le 2 de Hot Shots, je sais plus, est sorti la même année que ce film-là. Et donc parce que en cherchant les films de tous mes DVD, quand je voulais absolument voir s'il avait un DVD, que je sais pas où je l'ai mis, et je suis tombé sur un autre Charlie Sheen où il conduit une espèce de voiture rapide un peu. Ah oui. Il me semble que c'était Charlie Sheen. Il me semble, je crois que j'ai laissé le titre Fantôme, je crois. D'accord, oui, c'est ce que tu me disais. Je sais plus. Ah non, c'est pas toi qui me disais ça, c'est Jérém qui m'a parlé de ça, qu'il avait ça chez lui. Voilà. Alors, je sais qu'il a fait quelques films, des fois un peu... il laisse à désirer. Ouais, alors moi, en fait, je connais très peu de films de lui, mais il y en a un que j'aime beaucoup revoir très très régulièrement, parce que je trouve que les effets spéciaux sont vraiment très bons. C'est The Arrival, L'arrivée, qui est un film de science-fiction. Je peux te poser une question? Vas-y. C'est une sacrée idée. Vise autre chose, tu veux? C'est con.
Je me souviens plus si j'ai mis des cartouches. J'ai une proposition à vous faire. Je mets en place une opération pour faire sauter le gang de la drogue. Je veux pas m'occuper de ce boulot. Quelque chose me dit que vous n'avez pas fini de porter cet uniforme. Si j'étais un trafiquant et si je voulais avoir affaire à du sérieux, je traînerais avec les motards. T'as pas besoin d'être un génie pour les approcher. Ils n'obéissent qu'à quelques règles. À quoi ils jouent là-bas? À Cleveland, dans l'Ohio. On aime jouer avec les armes. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Je crois que je vais le descendre. Oh, Seigneur! Je voudrais faire un peu de contrebande. Acheter ici et revendre dans le Midwest. Passe-moi la caisse! Tu peux tout avoir, même un lance-roquette. Par l'affaire où on passe la journée à se regarder dans le blanc des yeux. Et encore flic? T'as une idée sur ce qui m'arriverait s'ils découvrent qui je suis? Ils te tueront sans la moindre hésitation. Eh bien, tout dépendra de ce que tu vas faire. Tu as compromis toute l'opération. Quand tu étais enfant, tu étais une victime. Et maintenant, regarde ce que t'es devenu. On doit arrêter, Price! Il y a des hommes qui sont faits pour vivre entre le bien et le mal. Personne n'est immortel. C'est vrai. Fixing the Shadow. Donc voilà, ben, je sais pas si ça te dit on va boire une bière dans un autre petit roadhouse que j'ai vu un peu plus loin. Il y a pas mal de jolies filles, j'en ai vu 2-3. Et si tu veux conduire, Si et comme tu ça, veux, c'est écoute Chris Rea. si tu veux, ça changera un peu. Je te laisse voilà, ça change un peu. Je te laisse conduire et puis on s'écoute Chris Rea et puis on se retrouve autour d'une bière. Of Hell ou je sais plus. Nous verrons bien, mais c'est quand même le top, quoi. Allez, c'est parti. Oh, how I'd love it, girl, just you and me. Take the day and fly. But oh, this job, it's got the best of me. Tell you why. Tell you why. Somebody above me's in a desperate state. Some kind of urgency, the kind that won't wait. I say tomorrow, he say today. And the man in my head, well, he tell me no way.
Eh ben voilà, c'est bon. En plus, on s'est fait une petite bagarre de saloon là. Ouais. Ça fait du bien. En arrivant, hein. Ça décoince les muscles. Hein. On s'est pris la... Ça décoince les muscles, là. Je me suis pris 2-3 taquets. Herveline, elle les a tous allongés. Hein, autour d'une partie de billard, là. Tu sais, le truc cliché. En plus, tu viens de prendre une rasade de bière. Là. Le truc cliché. Ouais, je t'ai gagné. Mais non, donne-moi ton fric. Et pam, un coup de queue derrière la tranche. Et Herveline m'a défendu, là, comme ça. Voilà, avec ma batte de baseball que j'ai toujours sur moi, évidemment. Évidemment, hein. Ah, putain, il faut pas se battre hein, dans la vie. À part si on reçoit un coup de queue. Et un coup de queue de billard. Voilà. Je sais que M. Moustachu, il a rigolé. Oui, mais moi aussi, j'ai rigolé, forcément. Tu sais, je suis aussi un peu bas du front, des fois. Donc voilà, ben, on a bien parlé de tout ça. Hein. Je sais pas si Herveline, il y avait encore Non, mais je suis très contente qu'on ait fait ce petit duo. C'est vrai que c'est un thème que j'aurais bien aimé voir en format plus grand, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Mais en tout cas, déjà là, si ça plaît à nos auditeurs, ben, je suis contente. Bah voilà, en espérant que au niveau de mon son, ça va aller, parce que je m'inquiète depuis le début du podcast, je me fais du mouron, comme dirait ma grand-mère. Donc, en tout cas, ma grand-mère ne conduisait pas de Harley. Hein. Non. Mais pourquoi je dis ça? N'importe quoi. Et je cherchais une transition pour finir le podcast, mais j'ai pas envie de partir tout de suite, Herveline. Ouais. Hein, une fois qu'on a présenté nos deux films, est-ce que tu as tiens, la dernière fois, je crois que je l'avais fait avec le doc. Ouais, je l'ai entendu. Ok. Et ben, non seulement je l'ai entendu, et je me suis dit, putain, faut que je prépare un truc. Est-ce que tu as une recommandation, n'importe, livre, film, série peut-être? Série, moi je regarde plein de séries, mais putain, j'ai pas noté. Pareil, les films, les films que j'ai vus, c'est des films de Blaxploitation quand même. Je me suis un peu, alors donc du coup, je relance mon Electrica Glide in Blue qui est vraiment à prendre. Et en série, figurez-vous que je regarde une série, mais que j'aime bien, qui se regarde sans, voilà, qui est pas exceptionnelle. C'est des trucs à rallonge. C'est Team Sales Team. C'est sur la Navy en fait. C'est sur les films. Donc c'est séries plutôt de militaires, de guerre. Moi j'aime bien ces trucs-là. Moi j'aime bien la testostérone et les grosses armes, voilà, trucs bien bourrins. Et t'as dit quoi, les grosses lames ou les grosses dames? Un peu des deux, mais on va se concentrer sur les armes déjà. Ça sera déjà pas mal parce que sinon je vais avoir plein de messages, je sais pas quoi, anti-trucs, c'est bon quoi. Je viens de me faire rigoler tout seul. Bah oui, non mais t'as raison, moi aussi ça me fait rire. J'ai le droit, hein. Je m'attendais pas à me faire rire, ça fait du bien. Voilà, une grosse dame avec des grosses armes, des grosses lames, je ne sais pas. Ça peut être un fantasme. Je laisse à chacun se faire l'image. Voilà, n'importe quoi. Ceux qui ont écouté jusqu'au bout du podcast, vous avez du courage pour écouter nos conneries. Nous, je sais plus au niveau planning si on avait prévu notre double programme avant, oui, avec Monsieur Moustachu, Tarantino. Et après, je crois que c'est vous refaites un Tarantino? Ouais, je pense qu'on va faire un parenté au Tarantino. Ce sera une espèce de fil rouge qui reviendra. Non mais attends, tu te fous de moi? Alors vas-y, Blaxploitation 2. John Woo 2. Oui, bon, je sais qu'avec Moustachu, par exemple, on avait Fil Rouge aussi, c'est Jackie Chan. Ouais. Je crois qu'on a fait 2 numéros où on a parlé de Jackie Chan avec Monsieur Moustachu. Après, on peut faire des fils rouges avec toi si tu veux. Oui, on verra. Tu sais, moi, je suis assez ouverte au niveau genre et tout, donc voilà. Après, ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, mais voilà tiens quand même à dire à nos auditeurs qui, par exemple, auraient sauté le numéro 9 bis. Je vais arrêter les numérotations en fait. Dans le prochain vignette. Ouais, le John Woo était très sympa là, votre duo avec le doc, c'était cool quoi. Ouais, ça me fait toujours plaisir de regarder une balle dans la tête de toute manière. Donc, voilà. C'est tout horrible qu'il est, mais c'est un bon film. Voilà. Je sais pas s'il y a une autre musique d'autres musiques sympa dans
dans Beyond the Law, mais si j'en trouve une... Si, mais alors, c'est plus Chris Rea, je sais plus ce que c'est, mais il y a moyen de trouver. C'est Herveline qui m'enverra tout ça pour que je puisse l'intégrer au montage. Hein, ça marche. On fera ça. Hein, voilà. Et puis nous c'est bon. On se dit... moi, est-ce que j'ai oublié quelque chose rendez-vous sur toutes les bonnes plateformes. Je mettrai tous les liens de toute manière. Même ton blog, Herveline, ce que tu as... Ouais, si tu veux, pour l'instant, il n'y a rien parce que je travaille sur un projet autre et j'ai plus trop le temps de m'en occuper. Oui, je sais pas, je vais passer un bonjour à, je sais pas, tous les auditeurs des États-Unis. Je crois qu'il y en a quelques-uns, qui se connectent des États-Unis. Alors, où est-ce qu'ils ont un VPN, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en ai vu quelques-uns des États-Unis et du Canada. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce pays, le Canada. Donc, je passe le bonjour à tous les Canadiens et aux Québécois, surtout. Voilà. Je fais des ennemis, là. Les Québécois, les Canadiens, tout ça. Je sais pas, voilà. Enfin, bref. Je vous passe aux Québécoises aussi. Voilà. Surtout. Aux grosses dames québécoises. Grosses dames québécoises armées de Kalachnikov. En chaussons de danse, s'il vous plaît, en ballerine. Voilà. J'espère que vous avez du second degré, parce qu'on rigole évidemment, on n'a rien contre les grosses dames, contre le Québec, surtout pas. Ah oui, rien. Rien contre la grossophilie. Aucune grossophilie. On est en train de... Grossophobie, non. Je sais plus. Grosso modo. Ah, grossophilie, ça serait que nous aimons les... Bon, on va s'arrêter. Exact. Nous n'avons pas de grossophobie. Le reste, ça vous regarde pas. Il faut arrêter l'enregistrement. C'est toi qui as fait le Pouking, hein. Moi je suis pas la maître des ninjas. Je sais plus. Bon, on se dit à bientôt, nous. Oui, on se dit à bientôt. J'en perds ma dignité et ma coiffure. Allez, on se dit à bientôt. Ouais. Merci de nous avoir écoutés rigoler comme des grosses dames. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Et bonne année, bonne fin d'année, tiens. Allez. Bonne fin d'année. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tu coupes ou je coupe? Non, n'importe quoi. Oh mon Dieu. Voilà, dis donc. Ah, j'ai chaud. Moi aussi. Voilà. Bon, allez, j'arrête là, c'est bon? On arrête. Allez, ça y est. On arrête. They call passion.